Notre invité spécial du jour vient de dire juste au moment où on prend l'antenne, c'est comme un décollage de fusée Ariane à Kourou. Il y a un compte à rebours. Le compte à rebours arrive à 0 et la caméra passe sur notre invité justement. Didier Herbeau, bonjour. Bonjour. Bonjour Anthony Cadroy. Bonjour à vous deux. Alors on a énormément de plaisir parce que c'était dans l'actualité il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, et puis parce que de très nombreux progrès sont à venir en matière de spatial. Très grand plaisir de vous recevoir Didier Herbeau. Bah, merci. Vous êtes le directeur de l'établissement de Vernon d'Ariane Group. Vous êtes donc avec toutes vos équipes, celles et ceux qui fabriquent ceci. Voilà, le moteur Vulcain. Alors je ne sais pas lequel est lequel. En plus gros quand même. Le moteur Vulcain 2 oui. Pour Ariane 5 et le moteur Vinci pour Ariane 6. Et le moteur Vinci, voilà. Nous allons, vous l'avez compris, parler d'espace, c'est passionnant. Et puis nous allons également parler restauration, nous allons parler littérature avec un auteur qu'on peut annoncer tout de suite d'ailleurs. Ah ben, on va rencontrer Agnès Martin-Lugan pour la sortie de son nouveau livre. Nous recevrons également le directeur général d'Abritel HomeAway, ça va nous faire penser aux vacances. Et puis nous parlerons de ce jeune homme aussi qui s'appelle Cody. Cet enfant même, on peut dire, puisqu'il a 5 ans, Cody, et c'est un youtubeur à Dieppe. Voilà, et donc sa maman, sa mère sera avec nous pendant l'émission. Voilà, on ne vous a pas tout dit, d'autres choses encore, Perico Légas aussi. Ça commence maintenant. Didier Herbeau, première question. Comment le directeur d'Ariane Group, Vernon, l'homme qui, avec toutes ses équipes, fabrique les moteurs d'Ariane et qui, voilà, pour utiliser une image, propulse l'Europe spatiale dans les étoiles, comment ce directeur que vous êtes a regardé le décollage d'Elon Musk? Ben, alors, de deux manières. Déjà, la première manière, c'est quand même admiratif, puisque c'est un bel exploit. Hein, donc, et puis... ça montre que l'espace est accessible, l'espace habité également. Ça donne envie, bien évidemment, mais ça n'enlève pas le fait que nous, on reste aussi sur notre ligne de conduite et que nous sommes toujours aussi fiers de ce que l'on fait. Voilà. Alors, est-ce que, disons-le tout de suite, est-ce que ça vous énerve toujours un peu quand vous parle de SpaceX? Alors... oui et non, j'aurais tendance à dire oui, parce qu'en fait, c'est en ce moment, pour nous, c'est le caillou dans la chaussure, mais non, parce que typiquement, ça montre que l'espace a un bel avenir dans nos sociétés et nos activités. Pourquoi c'est le caillou dans la chaussure? Il y a une émulation, finalement. Il y a de l'émulation, oui, mais bon, quelque part, on a été très longtemps habitués à pas avoir beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, la concurrence est là, mais voilà, et il faut se réhabituer à pouvoir faire face à cette concurrence, et aujourd'hui, typiquement, c'est ce que fait Ariane Group. On est tous motivés pour montrer les valeurs d'Ariane Group, pour montrer également nos savoir-faire. On n'est peut-être pas forcément exactement sur les mêmes créneaux, mais on joue notre rôle aujourd'hui dans... Ce serait quoi les créneaux, les différents créneaux nous, aujourd'hui, typiquement, Ariane Group est centré sur tout ce qui est emport de satellites commerciaux, hein, et aussi satellites institutionnels, d'observation, etc. Pour l'instant, ça, c'est notre objectif, hein, et c'est notre cible. Après, bien évidemment, on peut regarder d'autres cibles. Mais aujourd'hui, on est concentré principalement sur cette cible. Les autres cibles, ce pourrait être quoi? Ce pourrait être les vols habités? Les autres cibles pourraient être des vols habités, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être également des vols vers la Lune, vers, pourquoi pas, Mars, en fait, voilà. Mais pour l'instant, on est centré et ciblé sur l'activité purement commerciale et en port de satellites. On a un de nos spectateurs qui vous pose une question, Didier Herbeau, et qui demande, en ces temps de crise, est-ce que finalement les budgets consacrés au spatial ne risquent pas de faire les frais? Alors, je ne pense pas. Déjà, les budgets avaient été discutés et, au niveau européen, donc à la fin de l'année dernière, donc ils ont été établis, ces budgets. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause de ces budgets. Maintenant, voilà, il va falloir travailler avec ces budgets, être le plus intelligent possible pour les utiliser au mieux possible. Pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause, non. En quoi la course à l'espace reste importante aujourd'hui? Ce sont des budgets conséquents qui pourraient être employés sur d'autres choses. Pourquoi ça reste, selon vous, quelque chose de primordial? Quand même, l'activité spatiale, déjà, on en a absolument besoin.
si on fait cette émission, c'est bien parce qu'il y a l'espace, il y a des satellites, etc. Et si on peut être vu en différents points de la France, mais peut-être au-delà, ben, c'est grâce aux satellites. Donc aujourd'hui, tout ce qui est télécommunication, ça fait partie de nos vies. Et sans lanceur, sans espace, on ne le ferait pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand même, l'espace, c'est quand même un fabuleux moteur vers de nouvelles technologies dont tout le monde profite. Hein. Donc voilà, typiquement, si je prends la comparaison, en automobile, la Formule 1 est un gros moteur qui permet de faire avancer les technologies pour l'automobile dont on profite aujourd'hui. Donc pour moi, l'espace, c'est un peu la même chose. C'est un creuset d'initiatives technologiques qui permet de faire avancer tout le monde. Un moteur spatial fusée, encore une fois, je me risque à dire, après vous corrigerez Didier Herbault, mais c'est finalement quelque chose, je crois, d'assez simple dans son principe de fonctionnement, de très complexe dans la réalisation, évidemment, et la fiabilité, mais il faut peut-être rappeler à toutes celles et ceux qui nous suivent et qui nous regardent, et qui nous écoutent aussi sur Radio Sensation, que finalement, ici, on mélange de l'oxygène et de l'hydrogène, et là, le résidu de combustion, finalement, c'est de l'eau. Donc finalement, c'est un moteur très propre. Alors, effectivement... Alors, j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Non. En fait, un moteur fusée tel que nous les concevons et fabriquons à Vernon, ce n'est ni plus ni moins que de domestiquer la réaction chimique oxygène plus hydrogène donne de l'eau plus énormément d'énergie. Donc en fait, c'est ça. Et effectivement, ce sont des moteurs propres, dits propres, hein, tout comme notre site qui en fait n'a aucun produit chimique dangereux sur le Alors finalement, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce moteur qu'on appelle moteur cryogénique, mélange d'oxygène et d'hydrogène, est-ce que ça pourrait un jour propulser nos voitures? Déjà, ça le fait. Puisque aujourd'hui, les véhicules à pile à combustible, c'est des véhicules électriques dont l'énergie de base est l'hydrogène qui se transforme en électricité. Et ça, à la base, sont les technologies de vos entreprises qui ont permis de développer ça? Alors, dans le temps, on a participé, effectivement, puisque nous, on a la maîtrise de l'hydrogène, mais aujourd'hui, beaucoup de monde sur la planète maîtrise l'hydrogène. Voilà, donc... Vous avez vu, Didier Herbault, j'ai ma toute petite Ariane 5. Vous savez d'où elle vient, celle-là? Non. Eh ben, elle vient de Kourou. J'avais eu la chance, avant que vous ne soyez vous-même le dirigeant de Ariane Group à Vernon, à une époque, j'avais suivi la campagne du dernier lancement d'Ariane 4. J'étais revenu avec ma petite fusée Ariane 5. À l'époque, on en parlait beaucoup. Et puis, ce dont on va parler aussi, Anthony, et avec vous qui nous suivez, c'est tout à l'heure, avec Didier Herbault, de cette fusée qui est tout près de vous, là, d'ailleurs. Hein, c'est la plus petite ici. Mais les références, d'ailleurs, les proportions ne sont pas, pas la même respectées entre la grosse qu'on voit. C'est Ariane 6. Ariane 6, bien sûr, qui se profile. Ça fait un moment qu'on en parle d'Ariane 6. Pourquoi ça fait si longtemps qu'on en parle d'Ariane 6 ? Déjà, à la base, Ariane 6, c'est un constat qui était que, en premier lieu, nos clients sont demandeurs de nouvelles solutions. Et en fait, nos clients sont également très demandeurs d'un certain nombre de missions, hein, différentes et variées. Oui. Donc en fait, aujourd'hui, typiquement, la fusée Ariane 5, qui est un beau lanceur, ne peut pas y répondre. Donc Ariane 6, ça fait un certain temps que Ariane 6, le projet Ariane 6, était là pour répondre à tous ces besoins multiples de nos clients. Alors, même si effectivement c'est long, le développement d'Ariane 6 aura été quand même malgré tout un développement relativement rapide, puisque la décision de faire Ariane 6 dans cette version, c'est de fin 2014. Typiquement, c'est 6-7 ans, ce qui n'est pas extraordinaire quand même. Avant qu'on passe à notre premier invité, et vous voyez, Didier Herbault, les sujets se suivent et ne se ressemblent pas, puisqu'on va parler de restauration. Françoise, qui nous suit, vous demande pour quelle durée sont votés les budgets dans le spatial. Alors aujourd'hui, les budgets qui viennent d'être votés, c'est pour 3 ans. Voilà. Typiquement, c'est une longue préparation. Donc voilà, là on va préparer les prochains budgets. Donc, Alors de votre point de vue, vous êtes l'homme des moteurs, hein, vous n'êtes pas l'homme d'Ariane dans sa totalité, on l'a bien compris. Est-ce que vous diriez que l'Europe, pour le spatial, a manqué d'ambition depuis plusieurs décennies ? Je ne dirais pas que l'Europe a manqué d'ambition. La grande différence, si on compare à ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, typiquement, il y a des organisations qui sont là. Aux États-Unis, il y a la NASA qui est toute seule.
Nous, on a l'ESA, et l'ESA, c'est 22 États membres. Donc vous savez très bien que dans l'organisation européenne, même si on a des visions un peu communes, voilà, de faire parler tout le monde et tomber sur des consensus, c'est pas forcément toujours facile. Et il n'y a pas que sur l'espace d'ailleurs. Et vos budgets, du coup, ils sont décidés comment? Ils viennent d'où? C'est privé, public? Alors les budgets, les budgets sont principalement des budgets publics, hein, sur un certain nombre de programmes. Donc typiquement, il y a des budgets, les budgets de l'espace, c'est pas que des budgets pour les lanceurs, hein, c'est une petite partie. Après, il y a tout un tas de budgets qui sont décidés, hein, pour de l'observation, pour des sondes, etc. Donc, et en fait, les budgets, ce sont des budgets qui viennent des États. Donc chaque État cotise donc vers l'ESA de manière à apporter la quote-part, hein. Et donc toute l'organisation, c'est de faire un budget commun avec des participations étatiques, sachant que derrière une participation, il y a un retour attendu qui est de l'activité au prorata de ce qui a été versé. Donc c'est tout ce petit jeu qui est compliqué. C'est l'organisation européenne qui est comme ça, mais voilà. Beaucoup de questions encore à poser à notre invité plateau du jour, Didier Herbault. On lui parlera du confinement aussi, mais encore d'autres questions, hein, qui vous brûlent les lèvres, Anthony. Pour l'instant, fidèle à la façon dont nous gérons ces rendez-vous de 12h à 13h du lundi au vendredi, eh bien, nous accueillons un nouvel invité et il s'appelle Cédric Auger. Il est le chef restaurateur du Moulin Fourré. Alors, vous allez nous dire, bonjour Cédric Auger, vous allez nous dire où est le Moulin Fourré? Oui, c'est bien ça. À Saint-Aubin-le-Vertueux. Ouais. Oui. Dites-nous, où se trouve Saint-Aubin-le-Vertueux? C'est où Saint-Aubin-le-Vertueux? Donc, on se situe à 3 km de Bernay, dans une petite rue de campagne, et on est vraiment au calme. Alors, si on a souhaité vous accueillir, c'est pour que vous nous parliez de la façon que vous avez eu de gérer cette crise et puis de rester aux affaires, des choses assez dynamiques et originales chez vous. Racontez-nous. Oui, donc on a appris comme tout le monde le confinement début mars. Donc on a réfléchi à comment essayer de s'en sortir au mieux. Donc on a créé un traiteur début mai. Donc on a attendu un petit peu de contracter les prêts garantis État parce qu'on avait fait beaucoup d'investissements. Ça fait 2 ans qu'on est ici et on avait ouvert l'hôtel 10 jours avant le confinement. Donc on a beaucoup réfléchi et on a fait une formule traiteur drive en gastro à partir du 1er mai. Donc ça, vous avez complètement inventé cette formule. C'est quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant. Voilà, on faisait occasionnellement sur quelques demandes, mais on ne faisait pas du tout. Donc là, vous avez industrialisé, en fait, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Au bon sens du terme. Au bon sens du terme. C'est-à-dire que vous avez créé une régularité et une offre, en fait, régulière. Alors, qui sont vos clients? Comment réagissent-ils? Comment se passe le rapport à la clientèle en cette période? Donc on a eu beaucoup d'habitués qui nous ont suivis grâce à cette formule et on a attrapé une nouvelle clientèle qui ne connaissait pas forcément l'établissement grâce aux réseaux sociaux, aux articles dans la presse et qui, depuis la réouverture, qui arrive à revenir aussi. Vous avez gardé cet aspect de votre activité depuis le déconfinement? On l'a gardé, donc la semaine dernière, ça a très bien fait. Cette semaine-ci, on sent que c'est un peu plus calme quand même. Les gens commencent à ressortir et aller au restaurant, donc le traiteur commence à diminuer quand même. Est-ce que cette activité vous a permis de garder l'ensemble de vos salariés en activité justement pendant la période? Du tout, occasionnellement. Serveur, pas du tout, parce que du coup il n'y a plus de service, il n'y a que du emporter. Oui. Et une aide en cuisine sur certains week-ends où là il y avait beaucoup de commandes. Oui, en moyenne, c'était combien de couverts pendant le confinement? Enfin, de couverts à emporter du coup? On a pu aller sur des vendredis ou des samedis jusqu'à entre 40 et 60 couverts. Avec un budget moyen de combien? On va dire entre 30 et 35 euros par personne. D'accord. Comment vous abordez la période qui s'annonce, les prochains mois, l'été, la rentrée, de votre point de vue de restaurateur? On ne savait pas trop comment on allait reprendre. Et là, ça va faire le 2e week-end qu'on a réouvert. Et on s'aperçoit que la clientèle est vraiment au rendez-vous parce que du coup, on a fait complet tout le week-end dernier. Alors, je précise que notre invité peut aussi intervenir, évidemment, il est là pour ça. Vous savez, Cédric Auger, c'est Didier Herbault qui est le patron d'Ariane Group Vernon. Alors évidemment, ça fait une drôle de confrontation, oui. Le spatial et la restauration, mais bon, le patron d'Ariane Group Vernon aime bien aussi la bonne chair, Didier Herbault. Oui, alors j'aime bien la bonne chair, et puis je voudrais dire aussi que je ne suis pas insensible
non plus aux difficultés des petites entreprises et de la restauration, enfin tout ce qui est activité économique, parce que moi-même je suis à Vernon, donc le président du GIRV, du groupement interprofessionnel de la région de Vernon, et une part de nos adhérents sont des restaurateurs. Ah ben oui. Voilà. Donc est-ce qu'il y a David Gallienne du Jardin des Plumes à Giverny? Alors il y a David Gallienne, oui, indirectement, parce qu'il y a la Musardière, aujourd'hui, qui est dedans, donc qui fait partie. Nous avons aussi donc, des liens avec Monsieur Hérisé, Frédéric Hérisé, donc voilà. Et on est bien au courant de cette activité. Vous êtes au contact de cette activité? Tout à fait, on est au contact de cette activité. J'évoquais, Cédric Auger, j'évoquais David Gallienne, dont on sait qu'il va en finale dans l'émission Top Chef d'M6. Vous regardez cette émission? Bah, du coup, pendant le confinement, on a pu regarder un petit peu, parce que d'habitude, on travaille, mais profiter un peu. Pendant le confinement, donc les établissements étaient fermés. Évidemment, on a beaucoup parlé des difficultés que pouvaient rencontrer les restaurateurs pour se réapprovisionner en quelques jours. Est-ce que cette période vous a incité à prendre peut-être plus de produits locaux? Bah, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas auparavant. Travailler, voilà, les producteurs locaux. Après, on a fait un petit peu plus de recherche sur les environs. Parce que nous, ça fait que 2 ans qu'on est là, encore tout, mais on travaille déjà beaucoup avec des producteurs locaux. Et bien, pour terminer, Cédric Auger, peut-être faites-nous un peu saliver, pardonnez l'expression, donnez-nous quelques exemples de plats que vous proposez actuellement à la clientèle. Alors, actuellement, on a un saumon culasse température qui marche toute l'année parce que les clients nous le réclament tout le temps. Après, on a du foie gras, on a de l'anguille avec du foie gras et des framboises, un petit mélange sucré-salé. En plat, on a un quasi de veau avec une émulsion à la truffe, des croquettes de pommes de terre et l'échalote. En dessert, on a une tarte chocolat blanc framboise. Alors nous, je vais vous donner l'adresse, on est au 107, c'est sur la rive gauche de Rouen. Pour les livraisons. Pour les livraisons. On termine l'émission vers 13h, 13h10, hein, donc on n'a pas moyen de faire réchauffer, donc si vous pouvez apporter ça déjà à température, c'est nickel. Merci beaucoup. En tout cas, bravo Cédric Auger. Pourquoi bravo? Parce que vous symbolisez bien tous ces entrepreneurs, puis dans votre métier, ces restaurateurs, qui au lieu de pleurer sur leur triste sort, et on sait qu'il est triste le sort des entrepreneurs actuellement, eh bien vous trouvez les moyens quand même de reconquérir, de conserver, de fidéliser votre clientèle. Quand même une petite question, oui. La dernière, parce que je sais que ça vous manque sinon. C'est la question. Non, la question quand même depuis la relance, vous voyez comment la suite? Est-ce que, on parlait du personnel tout à l'heure qui était en chômage partiel, vous avez pu reprendre une activité avec tout le monde? Pour l'instant, on a refait une activité avec tout le monde et on est assez confiant. Parce que du coup, votre jauge, elle est descendue à combien? J'ai pas compris. Votre jauge dans le restaurant, vous pouvez accueillir combien de clients en ce moment? Du coup, vu que nous, on a quand même assez d'espace, on a perdu 3 couverts. D'accord. On a dû écarter quelques tables et tout, mais on avait déjà de l'espace dans le restaurant. Donc ça reste supportable en termes de pertes, on va dire. Voilà, c'est supportable. Puis au beau jour, on a la terrasse, là on peut mettre autant de couverts qu'on veut. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Non, merci Cédric Auger, merci et bon courage pour la suite, évidemment. Merci. Et puis parmi nos spectateurs, Nathalie remarque qu'Anthony est gourmand, mais ça on le savait déjà, hein, c'est pas une découverte, ça se sait, de notoriété presque publique. Didier Herbault, invité, si vous nous rejoignez maintenant, invité du jour, invité toute cette heure de Lignes Ouvertes, le directeur d'Ariane Group Vernon, la société qui fabrique les moteurs fusées du lanceur Ariane, dont on connaît la grande fiabilité, hein, d'ailleurs, Didier Herbault. On a une question pour vous, là, qui est arrivée pendant qu'on était en conversation avec Cédric Auger. La société donc, que vous dirigez, qui fabrique ces moteurs, est-ce qu'elle est privée? Est-ce que l'État est actionnaire? Et puis, ensuite, on nous demande ce que vous pensez du réchauffement climatique. Alors, l'actionnariat, il est très simple. Ariane Group appartient à 2 sociétés, même nombre de parts, 50-50. Donc d'un côté Airbus et de l'autre côté Safran. Donc voilà, il n'y a que 2 actionnaires privés. Donc 2 actionnaires privés, en réponse à notre internaute. À 50-50. Voilà. Et que pensez-vous du réchauffement climatique? Alors le réchauffement climatique, pour ma part, en fait, ça fait longtemps que c'est une réalité et que je ne conteste absolument pas le réchauffement climatique. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre, l'activité humaine y est pour beaucoup. D'ailleurs, en ce moment, on a bien vu les impacts de la diminution d'activité sur le climat et sur un certain nombre de choses de la nature.
Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a plein d'enjeux sur le réchauffement climatique, et il faut peut-être voir aujourd'hui les solutions comme une opportunité pour les entreprises, pour les entrepreneurs, d'aller vers autre chose. Pour moi, le réchauffement climatique n'est pas une fatalité, mais une opportunité pour progresser. On est dans un domaine d'exception, la construction spatiale, encore plus la motorisation. Je voudrais qu'on voit des images d'ailleurs, pour nous rappeler à quel point vous travaillez aux limites. Vous travaillez aux limites des temps de résistance des matériaux. Est-ce que je suis un peu bébête si je dis que ça ressemble un peu à la Formule 1 en automobile, c'est-à-dire qu'on fait travailler les matériaux jusqu'à la limite de leur résistance, on optimise au maximum? Alors oui, on tire parti des matériaux, on tire parti de toutes les technologies. Contrairement à la Formule 1, c'est qu'on ne peut pas tomber en panne. La Formule 1, si elle tombe en panne, elle reste au bord de la route. Là, la fusée, si elle tombe en panne, c'est une catastrophe. Donc c'est plus que la Formule 1 parce que on tire au maximum sur le matériel, mais on n'a pas le droit à l'échec. Regardez ce décollage d'Ariane 5, c'est toujours absolument fascinant. C'est quoi la puissance? Ça nous parle, un chiffre? Alors, la puissance au décollage d'une Ariane 5, c'est 1300 tonnes de poussée. C'est-à-dire, est-ce que c'est combien de TGV? C'est quoi, 30, 40 TGV? Plus que 40 TGV. Typiquement, si on prend le moteur Vulcain 2 simplement de la fusée, le moteur Vulcain 2, c'est l'équivalent d'une centrale électrique, par exemple celle de Porcheville, juste avant Mantes. Voilà, donc 49 MW. Pardon, excusez-moi. Donc la fusée qu'on voit décoller, l'Ariane 5, c'est l'équivalent d'une centrale thermique beaucoup plus. C'est que le moteur central. Donc en fait, j'aurais tendance à dire c'est l'équivalent en puissance d'une dizaine de centrales électriques. Voilà. On a vu des images de l'extérieur de la salle de contrôle qui à Kourou, le centre de lancement au centre spatial guyanais s'appelle la salle Jupiter. C'est toujours son nom. La salle Jupiter, quand on s'y trouve, c'est un peu comme à Houston. On retrouve cette même impression. À la différence près, c'est qu'il n'y a pas d'être humain en haut des fusées Ariane. Il n'y a que ce que vous appelez des charges utiles. Il n'y a que des charges utiles. Alors les charges utiles, quelles sont-elles, ces satellites? La plupart du temps, ce sont des gros satellites de télécommunication pour des opérateurs privés. Ça peut être également des petits satellites, enfin des plus petits satellites. Par exemple, on a lancé la moitié de la constellation Galileo. Ça peut être le futur GPS européen. Tout à fait, le futur GPS européen. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, à une époque, on lançait l'ATV, donc le véhicule qui permettait d'alimenter la station spatiale internationale, etc. Donc c'est un outil qui permet plein de choses, et Ariane 5 permettait un certain nombre de choses. Ariane 6 va en permettre beaucoup plus. On nous demande ce que vous pensez de l'incendie du Brisol. Ça paraît très éloigné de notre sujet, mais ça ne l'est peut-être pas en termes de risque industriel. Est-ce que sur l'établissement que vous gérez, vous portez une attention toute particulière à une forme de risque, et de quelle nature? Alors, déjà, ce qui va résumer le tout, c'est que l'établissement Ariane Group de Vernon est un site Seveso seuil haut. Alors, le mot Seveso, le nom Seveso n'est pas bien à propos pour nous, parce que Seveso est souvent attaché à une notion de catastrophe chimique. Nous, ce n'est pas une catastrophe chimique. Le risque principal, c'est la détonation de nos réservoirs hydrogène, qui effectivement va propager une onde qui va être destructrice dans les rayons les plus proches, et puis il va s'atténuer. Donc aujourd'hui, oui, bien évidemment, sachant qu'on est au seuil haut, on est suivi de très près par les institutions étatiques, la préfecture, la DREAL, etc. Et donc là, on a une réglementation à respecter à la lettre. J'avais une question, on va dire business. Vous disiez qu'il y avait 2 actionnaires principaux pour Ariane Group. Qu'en est-il des dividendes cette année? Est-ce qu'ils vont être reversés? Il y a une polémique pendant le confinement sur cette question. Je ne saurais pas répondre à cette question, en fait, non. Je suis trop éloigné, on va dire, dans ma fonction de ce genre de préoccupation. Alors, il y a des gens qui travaillent, les financiers. Moi, je ne sais pas répondre, et je ne répondrai pas à cette question. Oui, vous êtes dans un univers purement technique. On est dans un univers technique, oui, tout à fait. Technique et réglementaire, comme je le disais, l'activité, elle est très encadrée aussi. Là encore, si vous nous suivez, restez avec nous. Nous allons retrouver notre fidèle critique gastronomique journaliste Perico Légas. Mais juste avant de le retrouver et de faire un retour à un sujet restauration, produits agroalimentaires également. Ces moteurs qui sont produits à Vernon, c'est le fruit d'une coopération internationale. Alors, il y a un certain nombre de pays qui contribuent à fabriquer les différentes composantes.
Oui, tout à fait. En fait, comme je le disais tout à l'heure, l'espace, c'est une affaire européenne pour l'Europe. Et donc, eh bien, pour fabriquer un moteur et le concevoir, il y a plusieurs pays et plusieurs entreprises de plusieurs pays, en fait, qui vont travailler. Typiquement, alors déjà, Ariane Group, c'est une société, c'est un groupe franco-allemand. Hein, donc, on est déjà France-Allemagne dessus. Et puis, il y a d'autres tels que l'Italie, la Suède, etc., etc. Il n'y a plus de restrictions aujourd'hui pour travailler avec les pays européens. Les frontières ont pu... pour rouvrir. Pour travailler, on a toujours travaillé. En fait, la difficulté, c'est de se rencontrer. Mais sinon, on a toujours travaillé avec. Mais pour récupérer du matériel, Non, il n'y a pas de difficulté. Eh bien voilà, Perico Légas, il est presque 12h25, on est en direct ce vendredi 12 juin sur Paris Normandie, le site internet, la page Facebook, avec les auditeurs de Radio Sensation et en partenariat avec Radio Horizon. Voilà, tout ça pour vous, Perico, toute cette audience qui vous est offerte aujourd'hui, et on vous souhaite la bienvenue. Merci Sylvain, bienvenue vous aussi dans ce forum sensoriel et collectif pour mettre en valeur nos produits et nos gourmandises qu'on a bien besoin. Alors vous avez vu Perico, là on est très sérieux en ce vendredi, là on parle d'industrie, on parle de très haute technologie, on parle de spatial, avec Didier Herbeau qui est le directeur d'Ariane Group à Vernon, qui fabrique les moteurs d'Ariane. Ça vous fascine, vous, l'espace, ou pas? Je pense qu'un jour il faudra qu'on aille voir s'il y a des terroirs. Après les astéroïdes, est-ce qu'on aura des formes d'expression sensorielles qui viendront de ces planètes, peut-être? Je ne sais pas, on ira cultiver des radis ou des poireaux sur Uranus ou sur Jupiter. Oui, vous, ce qui vous cosmique. intéresse, c'est de voir s'il y a quelque chose de bon à récolter et peut-être à cuisiner. Oui. Je dis bonjour en passant à Aïcha et puis à Claudine, puisqu'elles nous ont fait un petit salut. Allez, la première question pour Anthony. Eh ben, la première question, est-ce que vous avez fait votre devoir, Perico, votre coup de gueule de la semaine? Alors, mon coup de gueule de la semaine s'adresse à un grand groupe laitier très connu, très implanté en Normandie, qui vient d'annoncer que, compte tenu de la conjoncture, il allait baisser le prix du lait. Emmanuel Beignet a dit aux producteurs, voilà, la conjoncture est difficile et on va baisser le prix du lait. Alors, je ne vois pas comment on peut baisser encore plus le prix du lait qui est déjà sous-payé en France à des gens qui sont dans une détresse énorme. La filière laitière est le point le plus faible de notre agriculture et on sait qu'il y a des gens qui sont dans une situation tout à fait catastrophique. Donc, annoncer 20 milliards de chiffre d'affaires avec des résultats conséquents, on va encore serrer la ceinture un peu plus aux producteurs laitiers, ça me semble proprement suicidaire. On est dans une époque un peu particulière, les tensions sont nombreuses sur le plan social, mais la moindre des choses, c'est que l'industrie agroalimentaire, et notamment le lobby laitier, envoie un message d'encouragement aux éleveurs méritants, en disant non seulement on ne va pas baisser le prix, on va vous le payer mieux, aux consommateurs aussi d'accepter de payer un peu plus cher un bon litre de lait français issu d'une vache nourrie à l'herbe. Oui, Perico, voilà. Perico, donc on entend bien que vous contestez ces prises de décision, mais est-ce que selon vous, il y aurait une autre voie possible? Ah ben évidemment qu'il y a une autre voie possible. Laquelle? La logique a été depuis 40 ans de surproduire pour effondrer les prix de façon à être compétitif. Alors on va arrêter de surproduire, les quotas laitiers est une solution, on va produire le nombre de litres de lait dont la France a besoin tous les jours. On va évidemment éduquer le consommateur et les enfants en leur demandant de n'allant pas forcément vers des laits UHT vendus en briques, sans âme et sans saveur, que l'on entasse par 24 sous l'escalier, mais essayer d'acheter du lait frais français pour faire vivre cette filière essentielle à l'avenir de notre agriculture. Il y a une solution, elle est culturelle, elle est politique, il faut que tout le monde s'y mette, le consommateur en premier lieu, les industriels, les distributeurs. Il n'y a que des solutions, il faut juste la volonté politique de le décider et la conscience que si on ne prend pas en compte cet enjeu, nos éleveurs laitiers vont disparaître. C'est une conséquence catastrophique pour l'avenir de l'agriculture et pour l'avenir de la France. La France, sans son élevage, et en particulier la Normandie, ce n'est plus la France, c'est un autre pays, c'est une autre société, c'est un autre monde. Et là, mon appel, il est solennel, il est très inquiet, parce que finalement, on nous a menés en bateau. Je vous disais la dernière fois qu'on nous avait promis, le ministre de l'Agriculture a dit il n'y aura pas de nouveaux traités internationaux avec d'autres pays. Et on est en train de mettre en place un traité avec le Mexique. Donc cette classe politique qui a des mérites, qui fait ce qu'elle peut, il ne faut pas les accabler, mais quand ils nous mènent en bateau, qui nous racontent des histoires, eh bien ils sont en train de renforcer le camp de l'extrémisme, de la déraison et de la confrontation.
Et ça, c'est une erreur politique majeure. Là, Anthony, voilà pour mon vous devez être content. C'est le coup de gueule, là. Hein. Ah bah, on voulait un coup de gueule, on a eu un coup de gueule. Merci Perico, merci. Juste, j'accueille, on continue à discuter entre nous. J'accueille simplement sur le plateau Julien, l'animateur de Radio Horizon, qui sort de son émission pour nous rejoindre. Et ses auditeurs, Perico, lui ont posé des questions pour vous. On va demander tout à l'heure à Julien les questions des auditeurs. Je reviens sur votre coup de gueule. Il y a de plus en plus d'initiatives d'agriculteurs qui s'unissent pour vendre le lait au prix le plus juste. Il y a des opérations qui sont montées, je pense à C'est qui le patron, ou enfin voilà, ce genre de choses. Ça reste faisable à une plus grande échelle, à votre avis? Il faudrait que tous les producteurs réussissent à s'unir pour plus être tributaires finalement des grosses entreprises laitières? Bien évidemment, ça marche, le concept économique marche. Le logiciel de production et l'équation de consommation marche. Et ça donne des résultats formidables. Et tout le monde est content. Le producteur, le distributeur, le revendeur et le consommateur. Donc si ça marche là, pourquoi on ne peut pas l'adapter? C'est donc bien la preuve qu'il y a des intérêts financiers, j'allais dire globalisés, puisqu'on a décidé un jour que l'agriculture française allait être mise sur le marché international au même titre que des boulons et des pinces à linge. Or, nous savons que notre patrimoine agricole n'est pas qu'un patrimoine économique, c'est un patrimoine culturel, c'est un patrimoine environnemental, social et humain, et que nous avons besoin de ces paysannes et de ces paysans. Si l'on veut préserver les ressources de cette planète pour que 7, 8, 9, 10, 12 milliards d'habitants puissent continuer à se nourrir proprement sans abîmer l'environnement, il faudra passer par des paysans dont aujourd'hui beaucoup en France sont en train de donner l'exemple. Donc nous avons la chance d'avoir une agriculture exemplaire avec des paysans qui sont formidables. Il y en a qui sont encore dans l'erreur, dans une logique productiviste intensive parce qu'on leur a raconté pendant 40 ans que c'était la seule solution. Mais d'autres se convertissent en permanence sans même aller jusqu'à l'agriculture biologique. On va sur des rendements qui sont conformes à nos besoins. L'important, c'est de produire en totalité ce dont nous avons besoin, d'assurer l'indépendance ou l'autonomie alimentaire de la France et de donner à manger à des gens méritants qui ne demandent qu'une chose, c'est de vivre de leur travail. Les producteurs laitiers ne demandent pas des aides, des subsides, ils ne demandent pas l'aumône. Ils demandent à vivre de leur boulot, comme tous les autres professionnels de ce monde. Est-ce qu'on peut donc une fois de plus, consommer, c'est voter. Oui, et puis consommer, c'est voter. Et puis également, Perico, l'une de nos spectatrices nous rappelle que les consommateurs, ça rejoint l'idée du vote, hein, ils ont une force, un pouvoir exceptionnel, ça serait celui de boycotter, hein, s'ils le voulaient bien. Je dis toujours, il y a 67 millions d'habitants, ça fait 72 milliards d'actes alimentaires par an, à raison de 3 repas par jour. Si 15 ou 20% de ces 72 milliards d'actes alimentaires décident de bloquer le système ou de se comporter de telle ou telle façon, eh ben ça redistribue les cartes de façon catégorique. Et j'espère qu'un jour ça se produira. Alors, question de l'homme de l'espace à l'homme de la restauration. Oui, alors, la question vient d'être abordée. Moi, je suis aussi un consommateur, je suis un citoyen avant tout, un consommateur. Selon vous, quel conseil pouvez-vous donner aux consommateurs, puisque au final, le levier il est entre les mains du consommateur, et comment l'amener à réfléchir un peu plus à ça, le consommateur? Alors c'est vrai qu'on dit consommer c'est voter, mais typiquement le vote ça prend 3 à 4 minutes, mais tout au long de l'année, comment faire en sorte que le consommateur reste vigilant à ce genre de choses, selon vous? Il y avait un dicton qui disait on pèse sa tombe avec sa bouche, on peut aussi construire son avenir avec sa bouche de la façon dont on consomme. L'acte alimentaire est un acte politique. Je le démontre, je l'explique depuis des années. Lorsque l'on met sa main sur un produit dans un rayon, que ce soit dans un commerce de proximité ou dans une grande surface, on commet un acte politique puisqu'on perpétue ou on réduit un système qui nous fait du bien ou qui nous fait du mal. Le contenu de notre assiette, c'est du contenu de notre assiette que dépend l'avenir de la planète. Donc la solution, elle est simple. Est-ce qu'on peut s'appliquer le principe du moins mais mieux? Nous savons que nous surconsommons, que nous consommons trop pour certains, pour le monde développé, pour les Miss Lessner. Est-ce qu'on peut réduire? L'équation, elle est bête. C'est pas qu'elle est simple, elle est bête. Est-ce qu'on peut réduire la quantité de produits inutiles? Ça engendrera une économie légère de 12, 15 ou 20% qui nous permettra d'accéder à des produits de qualité qui protégeront l'environnement, rétribueront les producteurs, assureront aux distributeurs et aux transformateurs, les industriels et les grandes surfaces de quoi vivre, et assurera une qualité alimentaire décente, sereine, saine, bonne, propre et juste aux consommateurs. C'est un vrai programme politique. Donc moins, mais mieux. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour la voiture, c'est vrai pour le tourisme. Vous voyez, cet épisode Covid-19 nous a montré qu'on avait surconsommé. Les grandes croisières Costa à 6000 voyageurs comme du bétail dans des villes flottantes qu'on débarque à Venise qui ne voient rien, c'est terminé.
Alors on va revenir à des justes normes, et sur notre alimentation, au lieu d'acheter 10 fois par semaine ou 15 fois par semaine, je prends un chiffre au hasard, de la viande de merde qui vient de Pologne ou de partout, qui a été abattue de façon ignoble et de façon dégueulasse, eh bien je prends de la viande française de Normandie, je n'en mange que 4 ou 5 fois par semaine, mais comme j'ai réduit ma quantité de viande de merde, j'ai fait une économie. Avec cette économie, ça me permet d'acheter de la viande normande et je satisfais toute la filière. Je me fais du bien, je fais du bien aux producteurs, aux éleveurs, aux distributeurs et je rends service à l'économie française et à la Normandie. C'est un acte patriotique sain, juste et citoyen. La démonstration est très claire. On va avoir la question des auditeurs de Radio Horizon. Je vais repasser la parole à Anthony. Simplement, Perico, question courte, réponse très courte. On nous demande dans notre audience actuellement le lait de soja qui a une certaine part de marché. Où est-il produit? Alors, réponse courte. Le lait de soja est produit dans les pays où on produit énormément de soja, notamment l'Amérique du Sud. Voilà, on en fait aussi en France du lait de soja. C'est un ersatz. L'ersatz, moi je me souviens, c'était à l'époque où il y avait les Allemands qui occupaient la France. On avait du rutabaga et des topinambours. Et maintenant, on a le... J'ai rien contre le soja, qui est un végétal tout à fait respectable. Mais avec le soja, on fait du tourteau de soja, avec lequel on nourrit notre bétail en remplacement de nos bonnes herbes, de nos bons pâturages normands. Bon, très bien. Donc, le soja, à titre écologique, oui. Pour faire du lait de soja, non, je garde le pied de la vache. Pour faire du lait, j'ai pas besoin de prendre mon thé ou mon café au lait ou mon parfait. Ou Mazergoul au lait. Et Françoise qui vous écoute, Perico, dit « Vive Perico », ça vient du cœur. Réponse courte, Perico, réponse courte. 2 mots pour nous dire où est-ce qu'on en est dans le cidre, dont on sait que ça ne se passait pas bien, notamment dans le cidre. Alors, il y a un frémissement, d'abord parce qu'il fait chaud, et que le cidre est une boisson désaltérante. Et puis le message est passé, vous voyez comme quoi les Normands, il y a le téléphone normand, il y a le téléphone du Calvados, il y a le téléphone de Seine-Maritime, le téléphone rouennais. Le message semble être passé et les indicateurs que nous avons depuis quelque temps, notamment dans le site de production fermière, plus que dans le site industriel, fait qu'il y aurait une légère augmentation des ventes. Donc vous voyez, c'est nos rencontres de Saint-Ravenne. Et depuis le site de Paris-Normandie, on convainc nos concitoyens normands d'aller vers cette boisson sacrée et merveilleuse qu'est le site de Normandie. Allez, le coup de cœur, Perico? Le coup de cœur, justement, on va parler pour ces paysans qui ont mutualisé leur production et qui font, alors qu'ils n'étaient pas du tout liés dans un système d'AMAP qui existe depuis longtemps, eh bien, ils se rencontrent avec des producteurs, avec des bouchers, des distributeurs, et on confectionne un panier qui, avec sa production, avec les artisans, avec les éleveurs, et on met à disposition des consommateurs dans un point de rencontre précis, eh bien, ces paniers avec les produits de la saison, des produits légumes, des végétaux, de la viande, des fromages. Et ça permet aux consommateurs qui n'étaient pas initiés à cette forme de consommation, eh bien, d'accéder à des produits de qualité et d'aider dans le sens que j'avais dit notre économie agricole. Sortir de la crise. Et on termine, Perico, avec la question des auditeurs de Radio Horizon, formulée par Julien. Alors, c'était pas tellement une question, mais plus une demande. Nos auditeurs voulaient vous entendre avec votre franc-parler, nous parler des fruits et légumes de saison. Il a disparu, Perico. Il a disparu. La question l'a scotché. Non. Voilà. C'est vraiment le combat du jour. Le combat du jour. La tomate. Il y en a marre d'acheter dans les magasins bio à 8 9 € le kilo des tomates qui n'ont pas de goût. Le fruit de saison, c'est le retour de la gastronomie. On ne mange pas assez de légumes, on ne mange pas assez de végétaux. Les végétariens en font justement une juste cause. Eh bien, il faut que nos producteurs, nos maraîchers, on en compte un nombre incroyable en Normandie, se fassent mieux connaître et qu'on aille chercher chez eux des légumes. Il y a des marchés où on les trouve, mais attention, je dénonce les revendeurs dans les marchés d'intérêt nationaux, ces revendeurs de légumes sans goût, sans âme, qui ont été produits à la va-vite avec des engrais. On a suffisamment de bons légumes en France, de bons maraîchers, et puis on a tous des petits potagers. Voilà. Donc réhabilitons le légume dans nos assiettes, mangeons un petit peu moins de viande de meilleure qualité, et remettons nos tomates, nos pommes de terre, nos carottes, nos poires, les légumes des saisons. Il y a toujours un légume dans chaque saison. Ça, c'est un vrai combat, et c'est à la portée de tout le monde. Et en Normandie, on est mieux lotis que les autres pour avoir de bons et de vrais légumes. Merci beaucoup, un grand merci, Perico, et je vois que nos amis qui nous suivent apprécient toujours, mais ça vous le savez aussi bien, très bien au fond de vous-même, Perico, votre faconde et votre franc-parler. C'est bien, c'est agréable d'entendre parler quelqu'un comme ça qui nous dit les choses comme elles sont et comme il les ressent profondément. Merci, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà. Je voyais Didier Herbeau, dont je rappelle, si vous nous rejoignez depuis peu de temps, qu'il est notre invité aujourd'hui pendant toute l'émission. Il est le directeur d'Ariane Group Vernon, toute cette entreprise qui fabrique les moteurs spatiaux pour les fusées Ariane. Je vous voyais beaucoup acquiescer là, en écoutant Perico Légas.
Ah bah oui, oui. En tant que consommateur, je me retrouve bien là, effectivement. Petit à petit, on prend l'habitude, et notamment ça s'est accéléré là, ces derniers temps, de retourner vers des sources d'approvisionnement beaucoup plus classiques, le boucher, le primeur, etc., et de faire marcher des plus petites structures avec qui on peut parler justement de la provenance des produits. C'est ça qui est important, et quelque part, ça devient au-dessus du prix. Alors, je pense qu'il y a juste une limite quand même, qui est que tout le monde n'a pas forcément accès à, entre guillemets, cette bonne bouffe. Bien sûr. C'est ça la difficulté. Donc, effectivement, quand on est un peu privilégié, c'est beaucoup plus facile que, effectivement, quand on doit se contenter de ce qu'il y a. À l'échelle d'un groupe comme le vôtre, c'est combien d'employés Ariane Group? Alors, Ariane Group, entre la France et l'Allemagne, c'est à peu près 9000 employés. Mais et Vernon, c'est 1 millier. 1 millier. Donc, je suppose que vous avez un self, une cantine, quelque chose pour... Oui. Est-ce que vous travaillez vous-même avec des producteurs locaux? Alors, ou avec des... Comment ça se passe? Bon, typiquement, en fait, c'est pas Ariane Group qui fait la cuisine, donc oui. on passe par un groupe. C'est sous-traité. Mais je sais que là aussi, il y a des efforts importants qui sont faits par ces sociétés de prestations, qui sont en général aussi des grands groupes, pour promouvoir, et c'est le cas à Vernon, pour promouvoir un certain nombre de produits locaux. Il y a même des fois des gens qui viennent à la sortie vendre des fruits, des légumes, etc., tout à fait de production locale. Donc oui, c'est quelque chose qui est en train de petit à petit de devenir de plus en plus courant. On va passer maintenant aux nourritures de l'esprit, après les nourritures de l'estomac. Et c'est Anthony qui nous présente le prochain invité. Oui, la prochaine invitée. La prochaine invitée est une auteure, Agnès Martin-Lugan, une auteure qu'on suit depuis longtemps à Paris-Normandie, qui a écrit son premier succès à Rouen. C'était Les gens heureux lisent et boivent du café. Un gros carton d'abord sur le net et ensuite chez les libraires. Depuis, il y a eu de l'eau à couler sous les ponts. Le succès ne s'est pas démenti. C'est aujourd'hui plus de 3 millions de lecteurs dans 35 pays. Et elle sort, là, avec la fin du confinement, son nouveau roman qui s'appelle Nos résiliences, toujours aux éditions Michel Lafon. Je ne sais pas si on le voit. Si, on le voit. Voilà, tout simplement. Et elle est avec nous pour en parler. Agnès Martin-Lugan, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps. Bienvenue sur le plateau de Lignes Ouvertes. Donc ça y est, Nos résiliences est sorti. Donc c'est une histoire de couple, enfin d'une femme qui s'appelle Ava, qui tient une galerie d'art et puis qui, on va pas en dire plus, mais qui va vivre une épreuve. Je vous laisse expliquer le choix de ce titre, Nos résiliences. Alors Nos résiliences, c'est un titre qui m'est apparu, qui est venu finalement à la fin de l'écriture du roman, donc on va dire cet automne, parce qu'en fait, la conclusion du roman, c'est la résilience de cette femme, c'est la résilience de son mari, c'est la résilience de leur couple et d'autres personnages aussi. D'où le pluriel que j'ai tenu à apporter au terme de résilience. Vous l'avez dit, vous l'avez fini à l'automne dernier, ce roman. Qu'est-ce que vous avez essayé d'apporter comme différence par rapport à vos précédents titres? Quelle a été la mise en danger cette fois? La mise en danger, certainement, c'est une histoire, j'ai tourné autour des personnages et autour de l'histoire pendant plus de temps que d'habitude. Il y a eu plus de temps de réflexion avant de commencer l'écriture, et une fois que l'histoire s'est présentée à moi, je tournais autour des personnages, il y a eu une forme d'urgence à l'écrire, donc il a été écrit dans un temps, je dirais, un peu plus resserré. Et j'ai été dans une forme d'économie de mots. Il est un petit peu moins long que d'habitude, quand même, celui-ci. Et de par la thématique abordée, il y a vraiment eu... j'ai voulu apporter une plus grande part encore à l'introspection au niveau du personnage principal, par rapport à ce que Ava ressent et vit dans l'épreuve qu'elle traverse avec son mari Xavier. Une réaction, Agnès Martin-Lugan, d'une des spectatrices qui nous suit et qui vous écoute actuellement. Je vous la restitue parce qu'elle va vous faire plaisir, forcément. Elle dit « Tous ces livres sont géniaux ». Comment vous recevez justement le compliment ? Parce que tous autant qu'on est, nous sommes faits différemment et certaines ou certains de nos concitoyens accueillent pas facilement les compliments. Quelle relation vous avez aux compliments ? C'est difficile, c'est très difficile de recevoir les compliments. Voyez, je le disais. Après, c'est vrai que moi, je suis toujours aussi émue quand les lecteurs ou cette lectrice qui vient de vous envoyer ce message complimente et me remercie pour les romans que j'écris.
faut pas se mentir, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on Bien écrit. sûr. Enfin, on a envie d'embarquer le lecteur avec soi. Et moi, c'est vrai que tous les ans, à chaque sortie de roman, j'ai toujours peur que la magie n'opère pas, que les lecteurs soient pas embarqués dans mon histoire. Et c'est vrai que comme à chaque démarrage du nouveau roman, je pars du principe que je recommence tout à zéro. Il y a cette mise en danger qui s'opère tous les ans. Et de savoir que ça continue, que les lecteurs suivent toujours mes personnages et que je les embarque et que je leur fais vivre des émotions, finalement, c'est ça le plus beau des compliments pour un auteur, c'est pas la plus belle des réussites. Bon, très bien, vous l'accueillez d'une belle manière, ce compliment. Quand vous parlez des lecteurs et de cette relation lecteur, quand vous écrivez, est-ce que, en plein acte de création, d'écriture, est-ce que vous pensez au lecteur? Ou bien est-ce qu'à ce moment-là, il est loin? C'est un mélange des deux, finalement. C'est-à-dire que je pense toujours à mes lecteurs, mais je n'écris pas forcément ce qu'ils me demandent. Dans le sens où de nombreux lecteurs me demandent des suites à certains de mes romans, parce qu'ils n'en ont pas eu assez de tel ou tel personnage. Vous ne faites pas de marketing, pour utiliser un vilain terme. Non. En fait, moi, à chaque fois, je veux écrire les histoires que je porte, parce que je veux écrire sincèrement. Et si j'écrivais strictement ce que les lecteurs me demandaient, ça ne serait pas forcément les personnages rencontrer. Donc, je pense à eux, mais sans trop penser à eux quand même. Très bien. Didier Herbault, le patron d'Ariane Group Vernon, qui fabrique les moteurs fusées du lanceur Ariane, a une question ou peut-être un commentaire pour vous. Oui, une question toute simple. Est-ce qu'un jour, vous pourriez écrire un livre dont le personnage central travaille au niveau de l'espace? Voilà. Il faut l'inviter à visiter vos locaux. Alors après, en fait, je ne m'interdis rien, que ce soit en termes de personnage ou d'histoire. En fait, il faut que le personnage vienne à moi. Donc, si un jour j'ai un personnage qui doit travailler dans le domaine de l'espace et qui s'impose à moi, oui, pourquoi pas. Anthony ? On le sait, vous avez d'autres, en tout cas un autre roman en cours. Est-ce qu'on peut déjà en parler, le roman de l'année prochaine, si tant est qu'il y en ait un? Alors, je vais vous faire la même réponse que tous les ans, Anthony. Oui. Non, on n'en parlera pas. Oui, il y a quelque chose. Autant comme je n'ai pas écrit pendant le confinement, autant mon esprit s'est quand même mis en branle et il y a eu l'envie de rencontrer de nouveaux personnages. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se construire, mais je n'en dirai pas plus. Alors, vous le disiez, il y a eu le confinement, donc vous l'avez dit à l'instant, vous n'avez pas écrit pendant le confinement, mais voilà, le confinement est quasiment derrière nous. Vous allez pouvoir retourner au contact des lecteurs. Vous avez des dédicaces qui commencent à se programmer ? Non, pour le moment, il n'y a toujours rien qui est prévu. Même les salons, voilà, certains se réorganisent. D'autres ont été complètement annulés pour l'année 2020, donc ça sera pour l'année prochaine. Donc, je n'ai aucune date. Donc, je continue encore à faire... il va y avoir des rencontres en ligne pour pouvoir quand même échanger un petit peu cette année avec les lecteurs. Mais voilà, j'espère que l'année 2021 sera l'occasion d'une belle tournée. Celle qui était prévue cette année était assez extraordinaire, donc j'espère qu'on pourra refaire la même l'année prochaine. Agnès, je peux vous appeler Agnès ? Oui, bien sûr. Voilà, effectivement, moi je lis aussi vos livres et puis on a bien sûr quand on lit, on a l'impression d'avoir un rapport assez intime et affectif avec l'auteur, donc voilà, je me permettais cette familiarité. On reçoit lundi prochain, sera avec nous comme invité plateau du jour, Michel Bussy. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Michel ? Et à ce moment-là, on se ferait votre porte-parole. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à Michel ? J'espère qu'on va bientôt se retrouver dans un salon, parce que ça va bientôt faire 1 an la dernière fois qu'on s'était croisés. Donc j'espère que on aura l'occasion de se voir très bientôt. Vous vous connaissez bien ou pas ? On s'est croisés à plusieurs reprises. Et étrangement, il a fallu qu'on se rencontre à l'autre bout de la France alors que j'habitais encore à Rouen il y a quelque temps. Mais on a eu l'occasion, lui, de faire plusieurs salons ensemble. Donc c'est toujours un plaisir de le retrouver. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne, quelque chose que vous voudriez savoir ? Et à ce moment-là, on poserait la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fascine, qui vous étonne, qui vous surprend chez Michel Bussy ? Ou est-ce que tout est clair ? Je sais pas. Après, on a eu des conversations sur sa manière d'écrire, différente de la mienne. Vous êtes déjà dans les secrets. On a pu échanger sur tout un tas de sujets. Donc, non, il n'y a pas un mystère. Et puis, à la rigueur, il faut que l'auteur garde son mystère. Vous y avez déjà un peu répondu tout à l'heure, mais on le disait, 3 millions de lecteurs, vous êtes traduite dans 35 pays. On n'est pas un peu... permettez-moi l'expression, blasé à un moment de tout ça? Est-ce qu'on réalise quand le succès est là ou est-ce qu'on continue de s'émerveiller justement du chemin parcouru?
Enfin, j'estime qu'on peut pas se permettre d'être blasé de ça. C'est tellement, enfin, voilà, ça fait plus de 7 ans maintenant, c'est mon 8e roman. Enfin, il y a toujours cet émerveillement de voir que ça continue, de recevoir des messages de lecteurs. Et je pense que le jour où on est blasé de ça, il faut s'arrêter. Très clairement. Enfin, c'est interdit. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir ce genre de parcours, ce genre d'opportunité et de chance de pouvoir écrire et de se consacrer à ça. Donc, non, c'est interdit d'être blasé. Alors, dernière question, Agnès Martin-Lugan, parce que le temps passe. Une de nos spectatrices vous demande, est-ce que cette photo noir et blanc qui illustre la couverture a une signification particulière? Et peut-être même, est-ce que le noir et blanc a une signification particulière? Alors, c'est vrai que c'est une habitude, du coup. Enfin, voilà, mes 8 romans ont tous une photo en noir et blanc d'une femme de profil ou de dos. C'est un attachement, finalement, à ce genre de photo. Et puis, il y a une forme Enfin, voilà, c'est l'ensemble de mes romans qui ont cette image-là. Alors, cette photo particulièrement c'est un photographe qui nous avait déjà fourni une photo pour un de mes précédents romans. Et on a regardé dans son book, et celle-ci à mon sens, a correspondu à nos résiliences. Donc, on lui a demandé si on pouvait la prendre pour l'utiliser pour la couverture du roman. Il a dit oui. Donc, voilà, pour moi, elle représente Ava et ce qu'elle traverse dans le roman. Eh bien, voilà. Le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugan, Nos résiliences, avec sa couverture en noir et blanc, que vous venez d'expliquer et qui nous éclaire un petit peu plus. Merci beaucoup. On va se plonger très vite dans le livre, mais nous, on l'a déjà lu. Ne me perdez pas ma page. Je n'ai pas encore complètement terminé. Merci beaucoup. Au revoir, Agnès. Merci beaucoup. Au revoir. La question, restez avec nous, hein, on n'a pas fini, loin de là. Tout à l'heure, on va aller à la rencontre du réseau Femmes et Challenge. Ce sont toutes ces femmes chefs d'entreprise de Normandie. Comment ont-elles passé le confinement? De manière diverse et variée, j'imagine. Et là, tout de suite, nous allons retrouver Timothée Deroux. Il est le directeur général d'Abritel Homeway. Ça va nous ramener aux vacances. Et puis, tout à l'heure, nous recevrons Cody, en 2 mots. Cody, un jeune youtubeur diepois dont la mère nous expliquera le parcours et puis l'objectif de la chaîne YouTube qui a été lancée il y a quelques temps maintenant et du clip qui a été réalisé une belle histoire. Il y a quelques semaines. Une belle histoire, quelque chose de belle histoire à suivre touchant. Tout à l'heure en restant avec nous en direct sur Lignes Ouvertes. Maintenant, c'est la question des auditeurs de Radio Horizon. Julien, à Didier Herbeau. Oui, effectivement, on a eu quelques questions ce matin, notamment de passionnés de fusées et d'espace. Et une question qu'on a pu avoir, c'est sur les nouvelles technologies en termes de carburant ou de recyclage de lanceurs. Je ne sais pas si la question a été posée depuis le début de l'émission, pas encore. Alors, les nouvelles technologies, aujourd'hui, typiquement, un moteur fusée, son fonctionnement, il est plus ou moins figé, hein, c'est-à-dire, contrairement à une automobile, là, il faut emmener le carburant, c'est-à-dire l'oxydant. Nous, sur la Terre, on a l'oxygène et on va chercher à la pompe du gasoil ou de l'essence. Là, typiquement, il faut emmener les deux, c'est-à-dire il faut emmener le carburant qui est aujourd'hui l'hydrogène, mais qui peut être du méthane, etc. Et puis également l'oxygène, puisque dès qu'on va monter en altitude, il n'y a plus d'oxygène. Donc si on veut continuer la combustion, il faut de l'oxygène. Donc aujourd'hui, ces principes-là sont toujours les mêmes. Néanmoins, il y a des nouvelles... un des enjeux de notre activité, c'est de pouvoir faire des productions à moindre coût. Et aujourd'hui, donc, c'est l'introduction de nouvelles technologies, par exemple, beaucoup de pièces maintenant, fabrication additive métallique, de l'impression, ce qu'on appelle l'impression 3D métallique, qui permet de faire des pièces, d'approcher quasiment à la forme finale, avec une seule et unique machine, et de pouvoir faire des formes qu'on ne peut pas faire classiquement en usinage. Voilà. Donc ça, oui, c'est des nouvelles technologies, et la plupart de ces technologies sont vraiment regardées de près, de manière à avoir l'opportunité de baisser les coûts de production de nos matériels. C'était la deuxième question de nos auditeurs. Voilà. Et puis en termes de technologie également, c'est aujourd'hui, peut-être vous avez entendu parler, vu dans la presse, on parle du moteur Prométhée, qui est aussi en cours de développement à Vernon, qui est vraiment le moteur du futur, en vue pour le coup, d'aller sur un lanceur réutilisable. Voilà. Merci pour les questions des auditeurs de Radio Horizon. Je rappelle que nous sommes diffusés également sur Radio Sensation, en cours de diffusion d'ailleurs. Et puis maintenant, nous allons reparler un peu des vacances de cette période juillet-août. Et on va le faire par l'intermédiaire... Faites-nous rêver. Oui, on a besoin de rêver. Et j'espère que notre invité va nous faire rêver. Il va pas... Voilà, c'est Timothée Deroux. Bonjour, monsieur Deroux.
Bonjour, merci, merci de nous rejoindre sur le plateau de Lignes Ouvertes en direct. Vous êtes donc le directeur général d'Abritel HomeAway. Bon, j'ai envie de dire, on connaît tous un peu Abritel, on n'a peut-être pas tous utilisé votre réseau qui permet aux propriétaires de maisons, et ça fait déjà un moment que ça fonctionne, de mettre sa maison en location pour d'autres à certaines périodes de l'année. L'occasion aussi de vous demander comment a souffert ou comment résiste l'un ou l'autre cette activité qui est la vôtre. Alors, avec la crise du Covid, le tourisme a subi un cataclysme en général dans le monde entier, quel que soit le secteur. Ce n'est pas uniquement la location de vacances, c'est aussi le transport, l'hôtellerie, l'hébergement touristique. Vous savez, le tourisme, c'est un marché qui est extrêmement fractionné. Ça part des grosses plateformes comme Abritel, HomeAway ou d'autres, et ça va jusqu'aux petits marchands de glace sur la plage. Donc, tout le monde a subi un véritable cataclysme parce qu'il y a eu zéro activité pendant 2 mois, beaucoup d'annulations de réservations. Ce qui est bien, c'est que depuis les annonces du Premier ministre, et là je parle de la France, le 14 mai, l'activité a repris pour la location de vacances. On a vu vraiment un boom de réservations sur les plateformes de location saisonnière, dont Abritel, et on voit que les Français ont vraiment recommencé à réserver de façon massive pour leurs vacances d'été en France. C'est vrai que la location de vacances, ça se prête à cette période post-confinement où les vacanciers ont quand même envie de réserver un lieu privé, une maison individuelle où ils vont pouvoir se retrouver avec leurs proches tout en respectant les distanciations sociales et en limitant les déplacements vers les espaces publics. Donc l'activité location de vacances a vraiment repris. On imagine que, vu votre activité, il y a des règles sanitaires particulières qui doivent être mises en place. Comment vous êtes sûr que, puisque si j'ai bien compris, c'est de la location de logements de particuliers à d'autres particuliers, comment on est sûr que les règles sanitaires sont tout simplement suivies, respectées ? Oui, alors effectivement, l'ensemble du secteur de la location de vacances a mis en place un protocole sanitaire qui a été validé par la Direction générale de la santé, qui a été validé par les ministères concernés, même le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères qui a sous sa tutelle le tourisme. Et les plateformes ont demandé à l'ensemble... Oui, je vous coupe, excusez-moi Timothée Deroux, excusez-moi, je vous coupe simplement, c'est pour dire au revoir aux auditeurs de Radio Sensation, puisque c'est une radio sur laquelle nous sommes codiffusés. Donc on les salue, on les remercie de nous suivre et on leur souhaite une bonne fin d'après-midi. Et on le retrouve lundi. Voilà. Excusez-moi, je vous ai interrompu, mais je vous laisse continuer. Je vous en prie. Donc ce protocole sanitaire, nous avons demandé, nous, plateformes, et Abritel notamment, à l'ensemble de nos propriétaires de le mettre en place. Et la question sur la vérification, en fait, effectivement, on a 250 000 annonces en France, donc on ne peut pas vérifier 250 000 protocoles sanitaires, mais on travaille aussi avec des agences immobilières spécialisées dans la location de vacances qui, elles, vont vérifier que les protocoles ont bien été appliqués. Et puis, par ailleurs, c'est tout l'intérêt des propriétaires de location d'appliquer ce protocole, parce que quand un vacancier va aller dans une maison, s'il se rend compte que le protocole n'a pas été appliqué, que la maison n'est pas impeccable, ou s'il discute avec le propriétaire et qu'il voit que ça n'a pas été appliqué, dans ces cas-là, la propriété aura un mauvais avis à l'issue de cette location et elle sera, comme on dit, tricarde, elle ne sera plus jamais louée. Donc les propriétaires ont vraiment intérêt à mettre en place le protocole, à dire qu'ils l'ont mis en place et à rassurer les vacanciers parce que c'est aujourd'hui un critère de choix très fort pour une location de vacances. Julien, une question pour vous, Julien de Radio Horizon. Oui, une question à l'heure actuelle. Combien d'utilisateurs utilisent vos services ? Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres parce qu'on n'a pas envie que nos concurrents connaissent nos chiffres. Donc c'est toujours un peu compliqué pour une plateforme Abritel qui appartient à un groupe américain qui est Expedia de donner des chiffres. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des centaines de millions de vacanciers qui réservent via Abritel et via le réseau HomeAway chaque année. D'accord. Dernière question peut-être, Timothée Deroux. Est-ce que vous pensez avoir une forme d'avantage concurrentiel, en tout cas pour cette saison d'été 2020, par rapport à l'hôtellerie ? Oui, on a un avantage concurrentiel dans la mesure où effectivement le type d'hébergement touristique qu'on représente correspond mieux à ce que cherchent les vacanciers aujourd'hui dans cette
dans cette période post-Covid, parce qu'ils cherchent une maison individuelle, si possible avec jardin, si possible avec une piscine, encore une fois, pour se retrouver entre eux, respecter la distanciation sociale et limiter les déplacements dans les espaces publics. Sur les chiffres, je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit des centaines de millions, c'est des dizaines de millions, pas des centaines de millions. J'imagine que quand on passe par Abritel HomeAway, on est en pleine sécurité. On a tous entendu parler, relayé par des émissions de télévision ou de radio de toutes sortes, ou la presse écrite. Ces locataires qui pensaient passer de merveilleuses vacances et qui se sont retrouvés avec une maison ou un appartement loué plusieurs fois. Oui, tout à fait. Le risque zéro de cybercriminalité, il n'existe pas, quel que soit le secteur d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement pour la location saisonnière ou pour l'hôtellerie, ou quel que soit le secteur, le risque zéro de cybercriminalité n'existe pas. En revanche, le risque zéro pour un vacancier existe à partir du moment où il réserve via la plateforme Abritel et où il paye via la plateforme Abritel. Le problème des arnaques qui ont été constatées sur l'ensemble des plateformes, hein, pas uniquement sur Abritel, c'est qu'il s'agit de vacanciers qui ont réservé en direct auprès du propriétaire après avoir vu une annonce sur un site. S'ils réservent sur la plateforme et s'ils payent sur la plateforme, il y a zéro risque. Ce qui est valable chez vous comme chez vos concurrents. On les reloge. Ce qui est valable chez vous comme chez vos concurrents. De toute façon, effectivement, il y a une sécurité à passer par une entreprise qui, normalement, est censée assurer les arrières des consommateurs. Dernière question, Sylvain me fait les gros yeux, parce que c'est vrai que les secondes tournent. Est-ce que vous avez un point de comparaison par rapport à l'année dernière sur la saison juillet-août? Est-ce que vous voyez si ça va être plus important, moins important déjà que... On pense que ce sera probablement équivalent parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui vont venir en France, les réservations domestiques, c'est-à-dire de Français qui partent en France, sont massives parce qu'en fait, les Français ont annulé leur voyage étranger pour réserver en France. Donc, on espère que ces réservations de Français en France vont compenser la non-venue des étrangers en France. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le dire. Très bien. Merci beaucoup, Timothée Deroux, de manière assez concise et assez complète aussi à la fois, de nous avoir éclairé sur cette activité qui est la vôtre. Merci. Merci. Ça donne envie de prendre des vacances, tout ça. Ça donne envie des vacances. Hein. Vous allez les passer où, Didier Herbault, vos vacances? Je suis indiscret, je suis très indiscret. Non, mais à Vernon, je ne sais pas. Non, pas à Vernon. Bon, j'ai la chance d'habiter à la campagne, d'avoir un très grand jardin, donc déjà, ça permet... et j'en ai bien profité pendant le confinement, d'ailleurs. Mais non, aujourd'hui, je ne sais pas. En fait, pourvu que je sois avec mes petits-enfants, moi, ça me suffit. Voilà. Justement, est-ce qu'on vous impose des contraintes dans votre métier? Est-ce que, par exemple, quand vous partez de temps en temps en week-end ou éventuellement en vacances, est-ce que vous devez être constamment joignable ou est-ce qu'il y a des procédures de cette nature dans votre métier? Alors oui, déjà, je rappelle que le directeur d'établissement, on est l'autorité morale et pénale de l'entreprise. Et puis, oui, je parlais tout à l'heure du site Céveso, oui, on doit être joignable parce que c'est la première personne que, par exemple, le préfet va appeler s'il y a une difficulté. Donc, oui, on doit être joignable. Alors après, on met, voilà, avec des collègues, on peut faire on va dire, mettre une périodicité et puis on va mettre des astreintes, on va mettre un certain nombre de choses, on va mettre mais oui, on doit pouvoir quand même être joignable à tout moment. Voilà. On va se rapprocher quelques instants du milieu de l'entreprise et des femmes entrepreneurs. Avant, et restez avec nous tout à l'heure pour la belle histoire qu'Anthony a souhaité nous raconter. A souhaité qu'on finisse par ça aujourd'hui. Ça sera ce jeune garçon de 5 ans et demi qui s'appelle Cody et qui sort un clip sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, suivi par plus de 160 000 personnes. Voilà. Alors, elles, en ce qui les concerne, elles sont à leur façon des stars aussi, ces femmes entrepreneurs de Normandie. On en a une sous les yeux. C'est Karine Soyer. Bonjour Karine. Bonjour Sylvain. Bonjour. On a souhaité, Karine, vous qui représentez le réseau Femmes et Challenge, c'est, on va dire, presque 1 millier, je crois, de femmes entrepreneurs qui se sont structurées, rassemblées, fédérées à l'initiative de la Chambre de commerce Seine-Estuaire au Havre et de sa présidente Léa Lassara. Ce réseau qui montait en flèche, toujours plus d'adhérentes, énormément de réalisations, au profit de toutes. L'entrepreneur ne doit pas rester seul. On avait envie de savoir avec vous, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces mois d'arrêt de l'économie, que deviennent ces femmes entrepreneurs?
Eh bien, merci Sylvain, effectivement. Donc, par rapport à Femmes et Challenge, donc, je voulais juste rajouter que dans le réseau font partie également quelques hommes, hein, des hommes sensibles à l'entrepreneuriat, enfin, en tous les cas, au développement de l'entrepreneuriat au féminin sur la Normandie. Ouais. Donc, autant le préciser, parce que si des hommes chefs d'entreprise veulent nous rejoindre, ils sont bien sûr les bienvenus. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'actions, effectivement, pour pouvoir accompagner les femmes du réseau. Donc, il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a également des porteuses de projets et des femmes qui étaient en train de créer effectivement leur activité pendant le confinement. Donc, on a créé d'abord une première action qui a été demandée par le réseau, c'est d'accompagner ces femmes avec le mentoring existe déjà dans le réseau. Donc là, c'était de faire des actions appuyées de mentoring plus particulièrement sur la crise sanitaire, hein, donc, qui a été touchée. Donc il y a à peu près une vingtaine de membres bénévoles qui sont intervenus pour accompagner la vingtaine de femmes adhérentes qui ont fait la sollicitation, en fait, en quelque sorte. Donc c'était... forcément, le confinement aidant, on était obligé de faire ça soit en visio, soit par téléphone. Donc, c'était un accompagnement et en fonction des besoins. Alors, si je peux prendre un petit temps pour faire pour vous donner deux exemples d'accompagnement. Il y a notamment, Catherine Bréard qui s'installe en Normandie après un retour à l'étranger et qui a créé sa marque qui s'appelle Maman au chocolat. Donc effectivement, c'est une fabrique. Hein, donc là, elle se posait beaucoup de questions. Est-ce que je peux, comment je peux faire? Est-ce que comment je peux être aidée? Est-ce que c'est un peu compliqué dans une période complexe comme le confinement. Elle était en Asie, hein, c'est ça? Comment? Elle était en Asie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, elle a décidé de s'implanter en Normandie. Et puis, du coup, justement, c'est un de nos chefs d'entreprise mentors qui l'a accompagné, justement, donc Patrick Percepied. Donc, c'est un homme qui l'a accompagné pour, justement, essayer de développer ses réseaux, ses partenaires, enfin, de voir un peu et de se poser les bonnes questions et avoir un peu de répondants, parce que quand on se retrouve toute seule, c'est rompre l'isolement dans ces moments-là, c'est important. Et puis deuxième exemple, vous disiez? Oui, donc un deuxième exemple, donc vous connaissez, j'en suis sûre, c'est donc la citronnade Mimouna. Donc Nabila Namoun qui effectivement elle distribuait pas mal auprès des cafés-restaurants et là s'est trouvée bloquée parce que tout était fermé. Donc effectivement on l'a aidée avec le réseau à trouver d'autres moyens, d'autres réseaux de distribution pour pouvoir continuer à utiliser son stock et fabriquer c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 10 litres dans mon frigo. Merci. Voilà. Et d'ailleurs, je précise que le réalisateur de cette émission, Adrien Pulby, en boit tous les midis. Hein. Et voilà. On vient de me le faire savoir. Et il pourra manger de la mousse au chocolat. Juste pour finir, Karine, ce petit focus là sur toutes ces femmes entrepreneurs, est-ce que parmi toutes ces adhérentes, dont on dit qu'elles sont presque 1 millier, hein, je disais tout à l'heure, c'est bien ça? Pas tout à fait, mais bientôt. Oui. Bientôt, alors bientôt 1 millier. Est-ce que, et on ne le souhaite pas, mais est-ce qu'il y a de la casse? Est-ce que certaines de vos membres vont devoir arrêter leur activité ou ne réussiront pas à la proroger? Écoutez, pour le moment, on n'a pas eu ces retours-là. Pour l'instant, il y en a qui se posent beaucoup de questions, qui freinent également, parce qu'il y a des porteuses de projets qui devaient sortir des choses. Il y a beaucoup de sociétés en démarrage aussi, donc finalement, dont on peut penser que le démarrage se poursuivra après ce petit moment de latence. Oui. Donc là, et ce qui fait que... certains projets, nous, on veut continuer à donner ce coup de pouce, hein, notamment avec on a un fonds d'investissement qui s'appelle Femmes et Challenge Fund. Et donc, pour tous les projets qui demandent un investissement conséquent, on peut continuer à accompagner les femmes. Donc, le but, c'est quand même de les accompagner et dans leur développement. Dernière question, Karine. Les personnes qui seraient intéressées pour rejoindre le réseau, il faut quoi pour montrer patte blanche? Écoutez, il faut soit être porteuse de projet, mais avec un projet bien défini et on peut passer par l'académie parce qu'effectivement on a plusieurs cordes à notre arc, un projet bien défini et donc porteuse de projet ou
femmes en responsabilité, comme on dit, dans des plus grandes entreprises, ou des femmes chefs d'entreprise. Donc voilà. Et ces personnes vous contactent comment? Par notre site web. Femmes et Challenge. Femmes et Challenge. Voilà, Femmes et Challenge, tout à fait. Challenge. Et voilà, il y a une équipe de permanente dédiée. Et je tiens à préciser aussi que ce réseau qui est fédérateur au niveau de la Normandie est un réseau non lucratif. Très bien, il fallait le préciser, Karine Soyer. Merci beaucoup. Allez, Merci. on vous souhaite plein succès à vous Merci. et aux presque 1000 adhérentes de Femmes et Challenge que vous atteindrez peut-être dans les mois prochains. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Ce sujet de l'entrepreneuriat, Didier Herbeau, pendant qu'on établit la connexion avec Anne-Sophie Rollin, la maman de Cody, restez avec nous, vous allez voir, c'est une belle histoire. Ça vous a tenté déjà l'entrepreneuriat? Vous n'êtes pas l'homme qui possède le capital de son établissement, évidemment, vous êtes salarié. Ça vous a trotté dans la tête un jour de... Alors évidemment, pas de fabriquer par vous-même des fusées d'Ariane, on est d'accord. Alors, est-ce que ça m'a trotté J'aurais tendance à dire non, au milieu de ma carrière, non. Peut-être maintenant. Un peu plus. Oui, un peu plus. Avec un projet particulier. Oui, alors à force de côtoyer effectivement des entrepreneurs, c'est vrai que... Ça donne envie ? Ça donne envie, oui, ça donne envie. Et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est accessible. Hein. Ça peut faire peur. Ouais, oui, c'est de nature à faire peur. Oui, mais tout compte fait, on réalise que c'est parfaitement accessible. Et personnellement, là, j'ai commencé à m'investir avec 2 amis sur Vernon. Ah oui, donc ça, voilà, vous créez du concret là. Alors, on crée du concret, oui. Alors bon, je les aide par mon expérience, etc. Mais je fais partie d'une aventure, oui, tout à fait. On peut en dire un mot de cette aventure ou c'est trop top tôt secret? Non, c'est pas top secret. En fait, je voudrais pas trop dévoiler. J'en ai pas parlé. Ça me vient. Vous reviendrez en parler. Mais voilà, on vous recevra dans une de nos émissions économiques. Oui, et puis avec un autre costume. Faire découvrir mes deux amis. Voilà, et Marc Braun, journaliste économique de Paris-Normandie, saura venir vous voir pour vous faire parler, Didier Herbeau. Nous passons maintenant du bruit monstrueux et tonitruant d'une fusée Ariane 5 qui décolle à la douce mélodie d'un enfant qui réalise un clip. D'un enfant qui réalise un clip et qui réalise un rêve, si j'en crois ce qu'écrivait Arnaud Commun dans les colonnes de Paris-Normandie il y a peu de temps. C'est le jeune Cody Rollin qui va apparaître à l'écran. Voilà. Et le voilà, avec sa maman. Bonjour Cody, qui est avec sa mère, Anne-Sophie Rollin. Bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau de Lignes Ouvertes. Juste pour planter un peu le décor, je rappelle que Cody, donc le petit garçon qu'on voit à l'écran, bonjour bonhomme, où on te réveille, où c'est bientôt l'heure de la sieste. Bonjour. Est atteint du syndrome de Vacterl et l'astrésie de l'œsophage. C'est bien cela. Donc c'est une maladie qui l'amène malheureusement à aller régulièrement à l'hôpital. Mais vous n'avez pas voulu sombrer dans le pathos. Vous avez voulu, il y a quelques mois de cela, plutôt expliquer un peu tout ça. Et donc créer une chaîne YouTube avec l'accord de Cody, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette chaîne YouTube qui réunit aujourd'hui plus de 160 000 abonnés ? Alors oui, en fait, du coup, Cody est né avec plusieurs malformations, un syndrome de Vacterl qui nécessite beaucoup d'hospitalisation, des opérations. Et Cody, en effet, a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Et lors d'une hospitalisation, une journaliste est venue l'interviewer en fait, pour donner sa liste au Père Noël. Et c'est vrai qu'il avait une élocution assez incroyable, en fait, dès tout petit. Et donc, elle nous a dit, en fait, que voilà, il serait vraiment bon à l'écran, sur YouTube. Et c'est rentré dans sa petite tête. Et du coup, il nous a après bassiné à nous dire, je veux ma chaîne YouTube, je veux créer une chaîne YouTube, je veux être YouTubeur. Donc, on a réfléchi quelques mois avec mon mari, donc son papa, et on s'est décidé de se lancer. On s'est dit que ce serait un bon moyen de parler de sa maladie, de l'association que l'on défend, l'association qui lutte contre sa maladie, et que ça pouvait en effet aussi donner du courage aux enfants qui, comme lui, ont une maladie et qui perturbe un peu le quotidien. Est-ce que vous n'avez pas craint de donner cette image au réseau, à Internet, tout simplement, que quelque part, finalement, l'image de votre enfant ne lui appartienne plus ? Non, en fait, c'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux sont vraiment rentrés dans les mœurs. Enfin, voilà, tout le monde est sur les réseaux, et nous, avant ça, on n'était pas du tout sur les réseaux, en fait. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, de toute façon...
maintenant, les enfants, limite à notre époque, ils naissent avec des téléphones, quoi. Donc, Cody, c'est vrai qu'en plus, en grandissant, il adore se voir à la télé et tout ça. Il adore être devant la caméra. C'est un peu un petit clown. Donc, on se dit non, voilà, je pense que il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, ça lui plaît. Et on voit au fur et à mesure des vidéos qu'il s'épanouit, en fait. Et ses frères jouent le jeu aussi. C'est ça. Alors, au début, c'est que Cody, en fait, pour sa maladie et tout ça, plus l'hôpital. Et ensuite, ses frères trouvent ça super rigolo, super intéressant. Donc, veulent rentrer dans l'aventure très rapidement. On imagine qu'il y a beaucoup de sollicitations, de partenariats, etc. Comment vous faites le tri ? Alors en fait, les partenariats, c'est beaucoup des jouets ou des parcs d'attractions. Donc nos enfants sont fans d'attractions, de parcs d'attractions. Donc ça, c'est plutôt bien pour eux. Et les jouets, si on reçoit un mail en nous disant, voilà, ça fonctionne comment ? C'est en fait, voilà, on reçoit un jouet, on fait une vidéo dessus. Je leur dis, est-ce que ce jouet vous intéresse ou pas ? Et ils me disent oui, non, et après, voilà, c'est eux qui décident, en fait. Question de Julien. Vis-à-vis des vidéos, vous êtes entouré du coup de conseils de professionnels, vous faites tout vous-même, maison directement ? Pas du tout, oui. Donc, en fait, c'est que du familial, c'est vraiment maison. En fait, on réfléchit ensemble quelles idées les enfants veulent mettre dans leurs vidéos, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme vidéo, qu'est-ce qui les intéresse ou non. Et il n'y a rien d'écrit, en fait. Tout se fait naturellement, tout se fait sur le tas. Donc, c'est-à-dire qu'on se dit, on va faire ça, mais après, c'est eux qui improvisent. Et c'est le côté naturel aussi des enfants. Donc, je pense que c'est ce qui plaît aussi à notre communauté, c'est que nos enfants ne sont pas robotisés, quoi. Je veux dire, ils ont des réactions d'enfants, ça leur plaît pas, ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Et voilà, il n'y a rien d'écrit avant, en fait. Ce sont des vidéos familiales, sauf une vidéo dont on voit le making-of en ce moment à l'écran, un clip que vous avez tourné. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce clip, d'où il vient et pourquoi ? Alors, Cody, tu veux demander, toi, tu veux expliquer peut-être pourquoi ? On aimerait bien que Cody nous en parle. Oui, bonne idée. Bonne idée. Bonjour. Alors, vas-y. Allez, Cody, raconte-nous. Pourquoi tu as voulu faire ce clip, cette musique ? En fait, j'ai écouté... Jules, c'est mon chanteur préféré. Et puis, quand j'ai été à son concert, ça m'a donné envie. Et tu l'as rencontré, Jules ? Non, mais j'ai vu son concert. Et il t'a fait une dédicace. Bon, c'est sympa. Et donc, tu as eu envie de faire un clip. Qu'est-ce que tu chantes dans ce clip ? Cody, j'ai dit Cody. C'est O-D-I, Cody. Cody, j'ai dit Cody, c'est O-D-I, Cody, j'ai dit Cody, c'est O-D-I. Écoutez, il se fait moins prier pour faire une interprétation a cappella que bien des artistes qui sont sur des plateaux télé. Donc il a spoilé son refrain quand même là. Oui. On pourra le découvrir quand, le clip ? Demain. Sur la chaîne YouTube. Demain matin sur la chaîne YouTube. Et il y a un objectif caritatif avec ce clip ? Pas du tout, en fait, il est sur... Oui, demain matin. Il sera sur YouTube, comme toutes nos autres vidéos, en fait. Pour faire connaître aussi la pathologie, ce que vous expliquiez tout à l'heure. Écoutez, bravo, et merci pour toute cette bonne humeur, Anne-Sophie, Cody et toute la famille. Et puis on trouvera dans les commentaires Facebook. Merci beaucoup, et plein succès à l'artiste. Merci. Au revoir, Cody. Au revoir. Au revoir. Voilà, on termine ce direct du vendredi 12 juin avec notre invité, celui qui nous a suivis et qui est resté avec nous, et tant mieux d'ailleurs, depuis midi. Didier Herbeau, patron d'Ariane Group Vernon, l'entreprise qui fabrique les moteurs d'Ariane. Les prochains temps forts pour vous, Didier Herbeau, là, dans les mois qui viennent, c'est quoi ? Déjà, il y a un prochain temps fort qui est donc un vol d'Ariane 5 fin du mois de juillet. Donc ça va marquer la reprise. Et puis, dans les temps forts, il y a l'attente du premier vol d'Ariane 6. Alors, on peut dater ? Non, alors aujourd'hui, typiquement, il y avait un objectif qui était, à la base, c'était la fin de cette année, qui était un objectif tendu, certes, mais atteignable. Le Covid est passé par là, donc aujourd'hui, on est en train de regarder où est-ce qu'on en est.
Et puis, de toute façon, la date sera donnée par l'ESA, puisque nous ne sommes que les industriels. Donc, voilà, on a vu de l'autre côté de l'Atlantique la mode de plus en plus, enfin le terme est un peu léger, mais en tout cas, l'objectif stratégique industriel, c'est de réutiliser des éléments du lanceur qui est parti là-haut, et justement pour baisser les coûts. Ariane 6, on est dans cette philosophie? Alors, aujourd'hui, Ariane 6 n'est pas dans la philosophie de la récupération. Même si sur Ariane 6, un des fils conducteurs était la réduction des coûts globaux, à savoir réduction des coûts d'obtention de la fusée, mais des coûts de lancement, ça reste un objectif. Tout à l'heure, je parlais du moteur Prométhée, donc c'est bien un objectif. Aujourd'hui, la récupération, j'ai souvent la question face à des jeunes quand ils viennent. Alors, eux voient surtout l'exploit technique et le fait de rêver typiquement de la fusée de Tintin qui part et qui revient dans son intégralité. Derrière, il y a quand même un certain nombre de considérations économiques qui font que aujourd'hui, pour les missions que l'on fait, l'économie, elle est encore sur le lanceur non récupérable. Néanmoins, ça fait partie de nos objectifs. Et je pense que voilà, et c'est tout à fait technologiquement faisable. Je rappelle que nos moteurs, ils sont réutilisables, puisqu'on est capable sur un banc de les faire fonctionner plusieurs fois. Si on ne les récupère pas, c'est parce qu'on ne récupère pas le lanceur. Mais le moteur, lui, après une utilisation, pourrait très bien être réutilisé. Pourrait refonctionner. Quand vous dites non récupérable, c'est que ça reste... non récupérable, en fait, c'est perdu. C'est, entre guillemets, c'est jetable. C'est-à-dire qu'en fonction des différentes parties, il y a des parties qui retombent à la mer, il y a des parties qui vont se désorbiter, qui vont retourner dans l'atmosphère et donc brûler. On récupère rien. Non, c'est... Voilà. Donc, et ce qui reste en orbite, il n'y a pas un risque, au bout d'un moment, d'arriver à saturation, d'avoir une... Permettez l'expression, mais une déchetterie énorme au-dessus de la tête, finalement? Non, là, aujourd'hui, il y a des règles internationales qui existent, qui fait qu'on ne peut pas laisser sur les orbites utilisables et les orbites stratégiques, on ne peut pas laisser du matériel. C'est pour ça que, typiquement, on fait ce qu'on appelle de la désorbitation, c'est-à-dire on va forcer un étage à quitter l'orbite sur laquelle il est arrivé pour, justement, revenir et se désintégrer proprement. Ok, c'était vraiment une question. Oui, mais il y a tellement de questions qui se posent. Merci beaucoup, Didier Herbault, d'avoir été notre invité fil rouge plateau d'aujourd'hui, ce vendredi 12 juin. Merci beaucoup, Julien. Merci. Comme chaque jour, de nous rendre visite après ton émission de radio. Et puis, tutoyer maintenant. Je sais pas, oui, c'est comme ça, c'est le week-end. Je me lâche, c'est vendredi. Oui. Allez-y. Et puis nous, Anthony, on se retrouve avec tous nos amis lundi. Eh bien, on se retrouve avec tous nos amis, avec plein d'invités déjà. Voilà, aussi, et plein d'invités, quand même un invité vedette. Voilà, on peut le dire. Hein, un invité vedette, c'est une surprise. Bah oui, Michel Bussy qui sera là. Donc, si vous avez des questions pour un de nos auteurs, on va dire, à succès, en Normandie, à succès, en Normandie et en France d'ailleurs, il sera là, il passera toute l'heure avec nous sur le plateau. Donc, Julien, n'hésitez pas, on vous attend aussi. Je vais voir avec les auditeurs d'Horizon, mais je pense qu'il va y avoir des questions. Voilà, Michel Bussy, l'auteur à succès, sera avec nous donc lundi. N'hésitez pas à vous connecter et on aura énormément de plaisir à être avec vous. Messieurs, au revoir et au revoir et bon week-end et à tous. Au revoir à tous et bon à week-end. toutes.